Bonjour à tous, nous sommes en direct du Salon du Livre de Montsartou en compagnie de Franck Pavlov. Bonjour à vous. Que nous allons interroger à propos de son œuvre Matin Brun pour la radio du lycée Thomas Edison, à savoir Antithèse, la radio lycéenne. Alors plusieurs élèves de TSN, c'est-à-dire un bac pro système numérique et informatique, ont étudié votre ouvrage Matin Brun et avaient plusieurs tonnes de questions à vous poser. Il nous a fallu faire un choix drastique parmi toutes ces questions. Je vais vous laisser vous présenter et ensuite je donnerai la parole aux élèves qui voudront bien vous poser quelques questions. Voilà, vous avez dit mon nom, Franck Pavlov. Je suis écrivain, romancier. J'écris à peu près 30 livres, dont un, le plus petit, à 12 pages, qui s'appelle Matin Brun. Et c'est ce livre-là que vous avez étudié principalement et dont on va parler. Les jambes allongées au soleil, on ne se parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café, lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien. Ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste un kleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends ? Je pouvais pas le faire passer pour un brin. Ben un labrador, c'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie ? C'est pas la question, c'est pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant. Ouais, pareil. L'importance du livre, alors que je suis devant des personnes qui manient tout à fait le numérique, et montrer que l'écriture d'un livre, c'est aussi un copinage avec le numérique qui est formidable. Oui, je le confirme, puis d'autant qu'ils ont eu aussi accès à une version qui avait été enregistrée, dont la couverture avait été peinte par c'était un dessinateur de bande dessinée d'origine serbo-croate. Bilal. Oui, Anki Bilal. Et on se posait la question de savoir si le choix d'Anki Bilal avait été de votre chef ou de celui des éditeurs. Non, ça je l'ai fait avec des amis parce que je le connaissais et je trouvais que son univers un peu rude, un peu futuriste, c'était tout à fait que ça correspondait à ce que je voulais exprimer dans ce livre-là, c'est-à-dire que le futur, je l'espère, ne sera pas brun, ne sera pas, mais ce qu'il exprimait par ces illustrations correspondait à mon livre, tout à fait. Oui, on peut le comprendre tout à fait. Je vais donner la parole à Noah maintenant qui a une question à vous poser concernant justement une des portées, une des nombreuses entrées de votre ouvrage. Noah, c'est à vous. Dans votre nouvelle Matin Brun, est-ce que vous êtes référencé à l'expérience de Milgram ? Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionneur. Jusqu'où allait-il obéir ? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Incorrect. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Et cette expérience dont j'avais oublié le nom, et puis votre professeur m'a redit qui était Milgram, mais que je connaissais, non, mais effectivement ça rentre en plein, c'est une ouverture de mon livre pour montrer comment, du moment qu'il y a un diktat qui vient d'en haut, on va répondre favorablement, même si au départ on dit « mais non, je vais pas succomber à cela ». Pris dans l'engrenage, c'est toujours pareil, l'engrenage c'est terrible, on met un doigt et on se laisse manger
tout le bras et tout le corps par cet engrenage-là. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Pierre-Louis qui a aussi une question à vous poser. Bonjour, alors la question que je vais vous poser c'est, est-ce que l'élément figuré dans la nouvelle, l'événement, pourrait se reproduire dans le futur ? Lebe unter Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! Je crois qu'on n'a pas bien le temps de développer, mais vous avez une réponse, parce que l'avenir vous appartient plus à vous qu'à moi, et c'est à vous de vous dire, mais ce qui se passe dans Matin-Brun, c'est-à-dire l'exclusion, la préférence, le racisme, est-ce que ça peut se reposer aujourd'hui ? Je crois que vous seriez d'accord avec moi pour vous dire que oui, il y a de nombreuses lanternes rouges qui s'allument en disant attention, attention, ici extrémisme, ici nationalisme, ici rejet de l'autre. Bien sûr, et c'est vous qui devez trouver les réponses pour ne pas vous laisser embarquer dans cet engrenage du rejet de l'autre. Je me permets de reprendre la parole. En fait, cette nouvelle est une fable qui doit être interprétée par ses lecteurs. Elle ne vous appartient plus. Et c'est à nous, en fait, d'être très vigilants sur ce qui va se passer dans l'avenir. Tout à fait, c'est pour ça qu'elle a du succès, c'est-à-dire que c'est pas moi qui indique ce qu'il faut faire, c'est comme si dans la 4e couverture il y avait un miroir, et quand le lecteur referme le livre, il verrait son visage dans le livre. C'est à lui qu'appartient le livre, et à lui à trouver la solution, quel que soit son âge, sa profession, son activité, son lieu de vie, de trouver la bonne réponse. Les choix sont donc multiples et donc pas simples. Je passe la parole à Julien qui a aussi une question à vous poser. Bonjour, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que la non-réaction de nos personnages peut être comparée à une forme de complicité ? C'est une question quasiment philosophique. Effectivement, est-ce que se taire, c'est être complice ? Et si vous posez la question, c'est que vous l'avez déjà abordé avec votre professeur. Oui, c'est toute la difficulté. À partir de quel moment on est simplement victime de ne pas avoir bougé, ou est-ce qu'on est complice ? Et c'est des fois difficile de voir à quel moment on aurait dû dire non pour ne pas être complice. Et des fois, on fait des références à des collaborations. Un collaborateur qui disait « mais non, moi je n'ai fait qu'appliquer la consigne », mais il devenait complice après. Alors ne devenez pas complice de choses qui vous seraient très vraiment désagréables de vivre. Merci de votre très très bonne question. Merci à vous de votre réponse. Je vais passer la parole maintenant à Hugo qui a aussi une question à vous poser. Alors bonjour à vous, moi ma question est la suivante. Je me demandais, ça m'intéresse beaucoup parce que moi tous mes arrière-grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale et il y en a même qui y ont participé. Et par conséquent, en fait, quand j'étais petit, ils me racontaient beaucoup d'histoires là-dessus et j'aurais voulu savoir si pour vous aussi c'était le cas et est-ce que vous vous en étiez inspiré, par exemple pour écrire votre livre ? Je ne me suis pas inspiré de récits personnels qu'on m'a racontés. Bon, il se trouve que moi j'ai 2 nationalités, je suis français et je suis bulgare. Mon père est venu de Bulgarie et il était immigré, donc ça m'a touché et je me suis aperçu que effectivement quelqu'un d'étranger pouvait faire sa place ailleurs que chez lui parce que les situations étaient difficiles à vivre et ça m'aide à comprendre qu'est-ce que c'est que la différence et l'accueil. Voilà. Je vous remercie de votre très bonne question. Mais Monsieur Pavlov, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous avons fait à peu près le tour de la question, justement. Nous avons travaillé donc, comme je vous le disais, sur votre nouvelle pendant à peu près 3 semaines, sur différentes entrées historiques, sociologiques, politiques, etc. Et je peux vous garantir que ce livre les a beaucoup marqués, leur a beaucoup plu. Et je vous remercie en tout cas de votre gentillesse et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour un écrivain, c'est formidable de voir que sa pensée continue après l'écrit. Et vous la faites vivre et je vous remercie de faire vivre la pensée écrite. Merci à tous. Merci à vous. On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort, j'arrive.